Arthur Schopenhauer, l'art de toujours avoir raison. Stratagème 1. Ou l'extension. Il s'agit de pousser l'affirmation adverse au-delà de ses frontières naturelles en l'interprétant de la manière la plus générale possible, en la prenant au sens le plus large possible, en la caricaturant tout en renseignant le sens de la sienne au maximum, en la délimitant au plus serré. De fait, plus une affirmation est générale, plus elle prêtera le flanc aux attaques. En guise de parade, on pourra définir précisément le champ de discussion ou punctus de l'état de la controverse ou sanctus controversiae. Exemple 1. Je dis, dans le domaine dramatique, les Anglais se classent au premier rang des nations. L'adversaire tente un contre-exemple. Il est de notoriété publique qu'ils ne valent pas grand-chose en musique et donc en opéra. Je coupe court, rappelant que le terme dramatique ne recouvre pas le champ musical, mais uniquement la tragédie et la comédie, ce dont il avait bien évidemment tout à fait conscience, essayant simplement de généraliser mon affirmation de telle sorte qu'elle vienne s'appliquer à tout type de représentation scénique, et donc à l'opéra, et donc à la musique, avant de pouvoir m'infliger le coup de grâce. À l'inverse, on préservera sa position en la réduisant plus que prévu pour peu que la formulation utilisée le permette. Exemple 2. A dit. La paix de 1814 a rendu leur indépendance à toutes les villes hanséatiques allemandes. B. Rétorque que Danzig, à cette occasion, a justement perdu l'indépendance que lui avait octroyée Napoléon. A. Sentir ainsi, j'ai bien dit toutes les villes hanséatiques allemandes. Danzig était polonaise. Aristote fait déjà mention de ce stratagème. Voir Topic 8, 12, 11. Exemple 3. Lamarck, dans sa philosophie zoologique, affirme que les polypes sont dépourvus de sensibilité parce qu'ils n'ont pas de nerfs. Or, on peut admettre avec certitude qu'ils sont doués de perception, car ils se tournent vers la lumière et se servent de leurs tentacules pour se saisir de leur proie. Ce constat a amené l'hypothèse suivante. Leur masse nerveuse est disséminée dans tout le corps, comme s'il y était dissoute. Il apparaît en effet qu'ils peuvent éprouver des sensations malgré l'absence d'organes sensoriels spécifiques. Lamarck, pour contrer cette hypothèse, qui réfuterait la sienne, a recours à la dialectique en disant Or, avec une pareille supposition, on pourrait dire que l'hydre a, dans tous les points de son corps, tous les organes de l'animal le plus parfait, et, par conséquent, que chaque point du corps de ce polype voit, entend, distingue les odeurs, perçoit les saveurs, etc. Mais, en outre, qu'il a des idées, qu'il forme des jugements, qu'il pense, en un mot qu'il raisonne. Chaque molécule du corps de l'hydre ou de tout autre polype serait-elle seule un animal parfait? Et l'hydre elle-même serait-elle un animal plus parfait encore que l'homme? Puisque chacune de ces molécules équivaudrait, en complément d'organisation et de faculté, à un individu entier de l'espèce humaine. Il n'y a pas de raison pour refuser d'étendre le même raisonnement à la monade, le plus imparfait des animaux connus, et ensuite pour cesser de l'appliquer aux végétaux mêmes, qui jouissent aussi de la vie. Le recours à de tels stratagèmes dialectiques trahit l'auteur dans la secrète conviction d'avoir tort. La proposition initiale disait leur corps entier est sensible à la lumière, remplissant ainsi une fonction similaire à celle d'un nerf. Sous la plume de Lamarck, elle devient leur corps entier est doué de pensée.